Dans le cadre de cette présentation de la table ronde du colloque sur la culture professionnelle des enseignants, il s'agira de proposer une réflexion et des prospectives de réponse à la problématique des savoirs professionnels comme levier efficace pour favoriser les processus d'apprentissage de l'élève. Pour ce faire, nos invités, M. Laurent Chardon, IAIPR, délégué académique à la formation des personnels de l'éducation nationale, M. Federico Berrera, IAIPR, délégué académique à la formation professionnelle, M. Lionel Zanier, conseiller pédagogique référent en besoins éducatifs particuliers de la DANC, et M. Nicolas Tessier, conseiller pédagogique référent à la pédagogie du numérique pour la DANC, auront à cœur de vous présenter leur point de vue, mais aussi les mises en action possibles en Nouvelle-Calédonie, tant dans le primaire que dans le secondaire. Les savoirs de l'action ou dans l'action située, l'expérience et l'expertise sont autant de notions qui sont employées fréquemment lorsqu'on parle de ces savoirs professionnels, sur ce que fait ou sait faire un professionnel de terrain. Ces savoirs se construisent au cours de leur carrière par une confrontation entre des connaissances scientifiques, des savoirs académiques et l'expérience vécue et s'organisent généralement autour de deux grands concepts de l'éducation, apprendre et enseigner. Il s'agira aussi pour l'enseignant de construire des savoirs professionnels autour des processus d'apprentissage de l'élève et aussi autour des procédures d'apprentissage qu'il peut mettre en place dans son action d'enseignement. Les savoirs professionnels et de l'expérience des enseignants de terrain sont pour nous des perles didactiques et pédagogiques qui peuvent être véritablement un levier d'apprentissage de l'élève. Nous tenterons d'apporter des réponses au travers de trois axes: la formation continue, les besoins éducatifs particuliers et l'innovation pédagogique, notamment par le numérique. Cependant, nous poserons certaines questions. Quels sont les espaces, les actions et les dispositifs qui vont nous permettre d'identifier, de réguler, d'évaluer, d'accompagner, de diffuser et de valoriser ces savoirs professionnels? Le laboratoire interdisciplinaire de recherche a pu observer depuis quelques années, lors de la mise en place de ces AR, dans les 4 épanques de la Nouvelle-Calédonie, un certain constat autour de ces savoirs professionnels. La première chose que nous avons notée, notamment dans les phases d'observation des savoirs professionnels, c'est que les enseignants ont du mal à mettre un nom sur leur pratique professionnelle. Si, d'un point de vue implicite, ils sont capables de comprendre les processus d'apprentissage de l'élève, il en est moins de côté explicite lorsqu'il s'agit de leur demander véritablement ce qu'ils mettent en place. Ensuite, nous avons pu observer aussi que s'ils échangent régulièrement sur la gestion de la vie de la classe, il s'avère que les phases de coopération ne sont pas vraiment mises en place au travers des processus et des connaissances sur les processus d'apprentissage. Enfin, on remarque qu'il faut quand même nuancer un tout petit peu ce propos, c'est-à-dire qu'on observe que ces savoirs professionnels sont véritablement encapsulés dans leur pratique et dans leur matrice disciplinaire. On observerait un petit peu une chose assez étrange, c'est que pour chacune des disciplines, il existerait certains savoirs professionnels qui ne pourraient pas être transférables dans d'autres disciplines. En EPS, par exemple, il y aurait des processus d'apprentissage différents qu'en mathématiques ou en français. Enfin, un autre problème important observé, on repère certaines résistances de ces enseignants à échanger, coopérer et collaborer dans les établissements. Alors, on verra qu'il y a plein de pistes possibles d'explication à cela, mais c'est les 3 constats qu'on relève lors de ces AR. La problématique qu'on va vous proposer aujourd'hui est de répondre à cette question. En quoi l'affirmation d'une culture commune peut être un moyen de réformer la pensée éducative des enseignants, de construire des savoirs professionnels collaboratifs et de produire des réponses adaptées aux besoins des élèves? Je vais donc demander à mes intervenants de se présenter et d'expliquer le lien qu'il existe entre leurs fonctions qu'ils exercent et cette problématique. Bonjour à tous. Vous avez mon nom, Federico Berrera. Je suis inspecteur au vice-rectorat, Direction générale des enseignements.
et également DAFPIC. Alors qu'est-ce que c'est que ce truc? Un DAFPIC, c'est un délégué académique à la formation professionnelle initiale et continue. C'est-à-dire que mon rôle au sein de l'institution, du vice-rectorat, est de conseiller le vice-recteur, de travailler avec le vice-recteur sur toutes les questions qui consistent à développer une offre de formation, en l'occurrence en Nouvelle-Calédonie, une offre de formation qui soit en cohérence avec les besoins de la Nouvelle-Calédonie, les besoins en matière de secteur économique, donc les formations professionnelles les plus adaptées à ceux dont a besoin la Nouvelle-Calédonie pour développer les compétences de sa population. Donc voilà un petit peu la fonction qui est la mienne. Et je crois que j'aborderai la question de la culture commune dans le cadre de ce colloque par rapport à la nécessité d'avoir une culture commune entre le monde enseignant et le monde de l'entreprise, qui est, comme je vous l'ai expliqué, un secteur sur lequel je suis particulièrement focalisé au niveau de mes fonctions. Et donc, je développerai tout à l'heure, pour l'instant je ne fais que présenter un petit peu le paysage dans lequel je me situe. C'est cette ouverture vers le monde de l'entreprise qui, à mon sens, doit constituer un des volets de la culture commune qui fait l'objet des débats aujourd'hui. Bonjour à tous, je suis Laurent Chardon, inspecteur d'académie, inspecteur pédagogique régional. Et avant même de passer à la deuxième partie des fonctions que j'assume au niveau du vice-rectorat, je voudrais rappeler qu'un inspecteur pédagogique, dans une discipline, c'est avant tout une personne qui a en charge environ 300 professeurs. C'est-à-dire qu'on gère au sens de accompagner, en termes d'évaluation, mais surtout de formation, de mise à niveau d'un groupe, d'un vivier de professeurs d'une même discipline. Donc je tiens à rappeler cette partie-là qui est importante avant de décrire la deuxième partie de ma mission. Monsieur le vice-recteur m'a demandé d'être le délégué académique à la formation des personnels, donc DAFPEN, toujours des acronymes que l'éducation nationale apprécie beaucoup. Vous savez, c'est comme l'armée, on n'a que des acronymes les uns derrière les autres, ça devient très incompréhensible au bout d'un certain temps. Et donc, la mission d'un DAFPEN, c'est d'assurer la cohérence de l'ensemble des offres de formation académiques qui sont proposées à l'initiative soit des inspecteurs, soit de façon transversale, donc les inspecteurs quand il s'agit de quelque chose de disciplinaire, ou soit des formations de type transversal lorsqu'il y a besoin d'une approche qui dépasse les clivages entre les disciplines, ou sur des propositions qui seraient faites pour la formation des personnels administratifs ou des personnels qui travaillent dans l'établissement. Voilà, donc c'est cette cohérence-là qui est assurée par une personne qui centralise l'ensemble des formations et qui donne et qui arbitre les priorités de cette formation. Pour vous donner juste une échelle, pour le plan de formation 2017, c'est 240 formations, 240 stages qui seront mis en œuvre pour la formation continue des 1800 professeurs du second degré. Voilà, ça vous donne une échelle de quantité dans le cadre de la formation continue. Bonjour, donc moi c'est Nicolas Tessier, je suis conseiller pédagogique à la direction de l'enseignement de la Nouvelle-Calédonie. Sur le numérique, déjà je suis enseignant, donc souvent on associe le numérique à quelqu'un de technicien. Donc j'ai aucun diplôme informatique, c'est juste pour cadrer les choses. Je suis enseignant, par contre j'ai une prédisposition à intégrer les outils numériques dans la pédagogie. Donc ma mission principale, c'est la formation des enseignants du premier degré de la Nouvelle-Calédonie sur l'ensemble du territoire, à l'intégration de ces outils numériques justement dans leur pédagogie. En tant que le point de vue que j'ai sur le numérique déjà, pour expliquer un peu comment j'articule mes formations, c'est que le numérique, ce n'est qu'un outil au service des apprentissages, et donc il est toujours abordé de façon interdisciplinaire. Donc on rejoint les grandes tendances, c'est-à-dire intégrer dans différentes disciplines et voir comment on peut en faire un outil pour améliorer les résultats des élèves, etc. En tant que formateur, moi je vois mon rôle en 3 axes. Le premier axe, c'est d'apporter des connaissances sur les apprentissages scolaires en appuyant sur les programmes, les recherches et tout, aux enseignants, les accompagner pour qu'ils développent et qu'ils prennent appui sur des conditions nécessaires aux apprentissages,
C'est-à-dire comment planifier son cours, différencier, motiver les élèves, expliciter son travail au niveau des élèves. Et enfin, c'est aussi un des rôles que je vois dans le formateur, c'est de prendre appui sur la recherche, sur les différentes recherches au niveau déjà neurosciences, des sciences du comportement et des sciences de l'intervention justement, pour leur donner un appui et voir comment transformer ce qui est dit en actes concrets dans les classes et comment enseigner en fait. Merci Nicolas. Donc, bonjour, Lionel Zanier, donc je suis formateur comme Nicolas Tessier, conseiller pédagogique pour les besoins éducatifs particuliers à la direction de l'enseignement de la Nouvelle-Calédonie. Et comme Nicolas, le métier de formateur, c'est articuler des formations avec les besoins du terrain. Donc c'est se déplacer dans les classes, aller réfléchir avec les enseignants sur les difficultés qu'ils rencontrent pour prendre en charge les élèves à besoins éducatifs particuliers. Donc dans besoins éducatifs particuliers, ça va des enfants lourdement handicapés, polyhandicapés, infirmes moteurs cérébraux, à la précocité intellectuelle. Donc on peut penser que c'est un grand écart, mais en fin de compte, c'est qu'une réflexion à prendre en charge un élève qui n'est pas comme les autres. Voilà. Alors c'est vrai que prendre en charge, ça fait un peu fardeau, mais ça reste l'idée qui est un peu répandue dans l'imaginaire collectif. On accompagne ces enfants et moi j'accompagne les enseignants. Alors cette chance de pouvoir aller sur le terrain me permet de donner un peu plus de sens aux formations que je propose au plan de formation avec l'inspecteur chargé de l'ASH en Nouvelle-Calédonie. Voilà, des allers-retours entre le terrain et puis les stages de formation qui réunissent les directeurs d'école, les inspecteurs, les conseillers pédagogiques, parce que je n'œuvre pas seul sur le terrain, évidemment, j'accompagne les conseillers pédagogiques et les enseignants. Voilà, merci Lionel. Si vous le voulez bien, nous allons passer au temps 1. Il y aura 3 temps, j'ai vu que c'était un peu à la mode ici de mettre des présentations en 3 temps, donc je ferai une présentation aussi en 3 temps. On va commencer par le temps numéro 1. Je vais questionner un petit peu nos invités autour de ces 3 verbes d'action qui sont identifier, développer et accompagner ces savoirs professionnels de la culture commune. Et la première question que je vais leur poser, c'est que signifient pour eux les savoirs professionnels d'une culture commune ? Bon, je vais me lancer, non ? Tu vas l'ordre. Pardon ? Suivre l'ordre. Oui, on va peut-être pas toujours suivre l'ordre, sinon j'ai mal choisi ma place. Les savoirs professionnels, culture commune. Comme je vous le disais, j'ai une vision des choses et de par les dossiers sur lesquels je travaille ici, qui est fortement centrée sur la formation professionnelle. Aujourd'hui en Nouvelle-Calédonie, c'est à peu près 4000 individus qui suivent une formation professionnelle, jeunes ou moins jeunes, à des niveaux différents, qui peuvent aller d'un niveau de CAP, bac professionnel, BTS, licence professionnelle, donc on a plusieurs niveaux de formation professionnelle. Et ces jeunes qui suivent ces formations professionnelles le suivent évidemment dans un but qui est l'insertion professionnelle en Nouvelle-Calédonie ou ailleurs, en tout cas qui vise l'acquisition de compétences professionnelles qui vont leur permettre d'exercer un métier et de s'insérer dans le monde économique. Lorsque l'on analyse les choses du point de vue des élèves, on s'aperçoit évidemment, élèves ou étudiants, on s'aperçoit évidemment qu'il est nécessaire que l'encadrement, et donc en première ligne les enseignants, qui forment ces jeunes, disposent d'un environnement de connaissances qui soit le plus en phase avec le monde professionnel pour que leur enseignement soit le plus efficient possible et permette de faciliter cette insertion professionnelle. Or, on s'aperçoit que globalement, le parcours de formation initiale d'un enseignant, enfin vous êtes en train d'en faire l'expérience pour la plupart d'entre vous, je crois, laisse une place qui est parfois, à mon sens, insuffisante à cette découverte du monde professionnel, d'une part, et d'autre part, le monde professionnel évolue, les contextes dans lesquels on se situe évoluent, et donc il est nécessaire là aussi de rester à jour, de rester en phase avec le monde professionnel dans lequel on évolue et dans lequel les jeunes que l'on forme sont susceptibles de s'insérer.
Et donc, ce qui me semble important en matière de culture commune, c'est cette notion de partager la culture de l'enseignement et de la formation et de l'acquisition d'apprentissage sur des compétences professionnelles qui soit partagée avec le monde professionnel. Quand on regarde l'écriture des référentiels professionnels, ils sont faits à partir de compétences, de tâches professionnelles qui sont élaborées sur l'analyse des métiers vers lesquels les jeunes se dirigent une fois qu'ils sont certifiés. Et donc, dans la conception même des référentiels, il y a un partage de compétences entre le monde professionnel, économique et le monde de l'enseignement. Ce qui me semble intéressant, c'est que cette culture soit prolongée dans la pratique quotidienne et que donc, il y ait des espaces de partage qui fassent que les enseignants acquièrent, si elles n'ont pas été acquises complètement lors de leur formation initiale, ou en tout cas maintiennent cette vision commune de la culture professionnelle. En tout cas, c'est de ce point de vue-là qu'il me semble qu'il y a un objet d'étude qu'il faut garder à l'esprit et sur lequel il faut être particulièrement vigilant. Voilà, ça c'est un premier point de vue. Je suis intervenu hier déjà, mais je suis désolé, j'ai pas pu rester avec vous puisque il y avait un certain nombre de réunions qui étaient prévues hier après-midi et puis encore cet après-midi dans d'autres secteurs. Mais je crois qu'il faut vraiment reprendre. Je crois que c'est Freud qui a dit tout se joue avant 3 ans, puis c'est Françoise Dolto qui a rajouté non, tout se joue avant 5 ans. C'est un peu ça que je voudrais apporter en disant que la culture professionnelle, elle se forge au moment où les étudiants font leurs études, tout d'abord disciplinaires, puisque vous passez tous par une licence d'une discipline particulière, où le professeur acquiert. Je vais prendre les choses du côté second degré, si vous me permettez, je vais plutôt focaliser sur ce point. Et donc, la culture professionnelle, c'est déjà une culture disciplinaire, une culture de connaissance, et qui se forge pendant les premières années à l'université. Puis, au moment de la partie MEF professionnelle, va se construire d'autres connaissances, d'autres savoirs qui vont constituer la seconde partie de la culture. Et le troisième étage de la fusée, c'est les premières années d'enseignement ou les premiers stages face aux élèves où on construit une culture. Cette culture, c'est une culture qui évoluera très peu au cours de la carrière. Elle est déterminée par un parcours, par des rencontres, par des rencontres, oui, dans l'idée de rencontre avec d'autres collègues, d'autres pairs plus expérimentés, qui apportent un certain nombre de points de repère, de valeurs et de positionnement. Ça constitue la culture. La partie des savoirs professionnels, je crois qu'il faut faire la distinction entre savoir et compétences. On demande aux enseignants d'avoir un certain nombre de compétences à mettre en œuvre pour un enseignement et qui ne sont pas spécifiquement de l'ordre des savoirs. Parce qu'on peut très bien avoir une excellente connaissance théorique sur le développement d'un adolescent, mais ne pas avoir de compétences particulières pour les mettre en œuvre dans la classe. Donc, je pense qu'il faut, je tente de répondre à la question, faire cette distinction entre cette culture qui s'est construite dans les premières années de la formation et puis la manière de faire évoluer ses compétences au cours de sa carrière. Et là, en revanche, les compétences, elles évoluent puisque, avec l'expérience et avec l'expertise qui est acquise dans le temps, eh bien, ces compétences évoluent. Merci. Effectivement, c'est vrai que historiquement, souvent, on a opposé la formation continue initiale, en pensant que la formation initiale était plutôt l'endroit où on apportait des savoirs académiques, la connaissance justement comment les enfants grandissent, les différents stades de développement, et la formation continue où justement on expliquait, on faisait ce lien, ou comment faire classe maintenant, comment le mettre les pratiques dans ces connaissances-là. Peut-être qu'une des choses qui me vient à l'esprit, ça serait peut-être de justement mieux articuler. Et justement, on parle des référentiels de compétences et dans cet objectif de professionnalisation, où justement, il faudrait que dans la formation, ce qui serait intéressant, c'est d'articuler avec des allers-retours, sa formation initiale et continue, finalement qu'il n'y ait pas 2 temps dans la formation d'un enseignant, mais
une formation tout au long de la carrière, en fait. Dans le sens où on pourrait voir dès la formation initiale les objectifs définis, les articulations bien claires qui seraient à mettre en place dans des stages pour justement, on vous a appris comment enseigner le vocabulaire, la numération, et bien on va les mettre en pratique tout de suite dans un stage, et c'est ça qui sera évalué, et pas justement des savoirs trop généraux, puisque finalement, on parlait de compétences, les compétences pour faire classe, elles sont nombreuses, très difficiles à maîtriser avec le temps. Quelque chose qui nécessite d'articuler différents leviers. Et une des choses qui serait intéressante peut-être de développer dans la culture professionnelle, ça serait la hiérarchisation de ces priorités-là, justement. Qu'est-ce qui est important de développer pour qu'on puisse faire classe? Parce qu'il y a des choses qui découlent. C'est-à-dire que le climat de classe, la discipline de classe est des fois liée aux activités qui sont proposées. Si l'activité n'est pas en phase, forcément, le climat de la classe ou l'ambiance de classe se détériore, puisque les élèves ne trouvent pas sens et font autre chose que ce qui est demandé. Donc il y a des hiérarchisations, peut-être, qu'est-ce qu'il faut faire d'abord pour faire classe, et après comprendre pourquoi il y a de certaines conséquences. Donc voilà mon point de vue sur la culture professionnelle, c'est de construire vraiment des liens entre ce qui est formation initiale et formation continue. Moi, je vais continuer comment je veux dire, disons que les besoins éducatifs particuliers, ça a toujours été pensé comme une sorte de discipline un peu à part, que ce soit en formation initiale, hein, même j'interviens par exemple 24 heures à l'IFM pour les besoins éducatifs particuliers. Et si on veut parler culture commune, peut-être que ce serait quelque chose c'est déjà quelque chose qui est transversal. On n'est pas dyslexique et puis c'est tout. Hein. Ça ne touche pas que le français, ça peut avoir des répercussions sur l'enfant lui-même dans la classe et dans d'autres matières. Et les besoins éducatifs particuliers, c'est dans toutes les matières. Et ça devrait peut-être être, je vais peut-être m'associer à tous les professeurs qui sont en formation initiale et à tous mes collègues conseillers pédagogiques disciplinaires qui interviennent dans des stages de formation continue. Peut-être comme ça qu'on devrait mieux penser le système, parce que, vous voyez, le monde de l'entreprise, lui, il a réagi un peu plus vite que nous, et depuis longtemps. Dans l'entreprise, on a parlé d'accessibilité. Et l'accessibilité, vous voyez les places bleues qu'on a sur le parking des supermarchés, voilà, c'est ça l'accessibilité, c'est permettre l'accès. Et depuis quelques années, on commence à parler d'accessibilité pédagogique, vous voyez. On parle de plan incliné, voilà. Et les besoins éducatifs particuliers, avant, c'était surtout bien connaître l'enfant, c'était l'enseignant spécialisé, il a des outils spéciaux, etc. Et c'est plutôt être au plus près des besoins de l'élève et être capable d'adapter, de rendre accessibles les apprentissages, parce que l'enjeu, c'est plus le parcours individualisé, c'est plus le groupe de besoins à l'écart dans la classe, c'est comment je vais faire pour que mon élève il puisse faire comme les autres. Voilà. Quand je vais dans un supermarché, j'ai pas des rayons pour les handicapés et des rayons pour les personnes valides, vous voyez. Donc on doit penser ça comme ça, et la formation continue, elle doit se penser de la même manière. Et les enseignants n'ont pas tous les mêmes difficultés. Voilà. Donc c'est partir de cas concrets. En tout cas, en formation continue, l'enjeu c'est de partir des problématiques des enseignants. Voilà. Merci Lionel. Pour continuer un petit peu à avancer dans la réflexion, je souhaiterais maintenant connaître quels sont les moyens et les actions qui sont mises en place autour de ces 3 verbes d'action qui sont identifiés, développés et accompagner ces savoirs professionnels de l'action. Reposer la question ? Je voudrais savoir concrètement quels sont les dispositifs ou les actions qui sont mises en place au cours de l'année, au travers des dispositifs de formation que vous proposez, en lien avec les 3 verbes d'action qui vous sont proposés. Comment identifier, développer et accompagner ces savoirs professionnels? Je vais vous proposer une expérience. On a installé on est parti d'un constat, d'identification. On est parti d'un constat qui était finalement celui qu'on entend toujours, probablement dans certains milieux, comme quoi notre appareil de formation n'est pas tout à fait en phase
avec finalement ce qui se passe dans les entreprises. Le collègue tout à l'heure parlait d'initiatives prises par l'entreprise qui sont parfois plus réactives que nous. Bon, il semblerait, certains disent que le fossé se creuse parfois sur le contenu de nos formations et ce qui est finalement utile à l'individu qui intègre l'entreprise. C'est très subjectif, hein. Je crois que si vous posez la question à un inspecteur, il va dire non, c'est pas vrai. Si vous posez la question à un chef d'entreprise, il va dire mais oui, c'est une catastrophe. Donc je pense que la vérité est probablement un petit peu entre les deux. Et donc l'identification du besoin, elle conduit à dire que finalement, assez naturellement, une des solutions pour que tout ça se passe un petit peu mieux, c'est qu'on se parle. On se parle et donc on ait des échanges. Et là, je reviens sur l'exemple que je citais tout à l'heure, des échanges entre monde de l'entreprise et monde de l'éducation. Et lorsqu'on a initié ces quelques échanges pour voir finalement comment est-ce que les choses pourraient être améliorées, comment est-ce que les enseignements que l'on propose pourraient être plus proches de l'attente du pays, et bien finalement on a eu une réactivité très forte. Alors quand je dis qu'il faut échanger, là en l'occurrence les interlocuteurs étaient les représentants des fédérations patronales, hein, les 3 organisations patronales présentes en Nouvelle-Calédonie, pour ne pas les citer, le MEDEF, la CGPME et l'UPA. En travaillant avec ces organismes professionnels, très vite on est arrivé au constat que finalement on ne voyait pas assez les profs dans les entreprises. Et peut-être qu'on ne voit pas, quand je dis peut-être, vous avez bien compris que je le pense, on ne voit pas assez les représentants des entreprises dans nos écoles, collèges, lycées, universités, pour partager un petit peu ce que sont ces deux mondes et faire en sorte que cette transition se passe du mieux possible, la transition vers l'insertion professionnelle. Et donc, ces échanges nous ont conduit à mettre en place donc un dispositif pour remédier, ou en tout cas contribuer à ce que cette culture commune soit renforcée entre ces deux mondes, par l'intermédiaire d'une cellule qu'on a appelée assez modestement cellule de liaison entre les professeurs et l'entreprise, à l'image de quelque chose qui existe également en métropole, qui a un nom un petit peu plus pompeux puisqu'il s'agit du Centre d'études et de recherche de partenariat entre l'entreprise et le monde professionnel. Mais enfin, au final, c'est la même chose, c'est une espèce de mythique où on inscrit sur cette plateforme des profs, des entreprises, et on essaie de faire en sorte qu'elles se rencontrent, qu'il y ait de la compatibilité autant que possible. Alors pourquoi faire ? Pour 2 objectifs principalement. Ce qui a été mis en place dans cette cellule de liaison, c'est donc une offre de stage, mais parfois le mot stage prête à confusion. Pour être peut-être un peu plus précis, il s'agit de séquences d'immersion qui sont proposées à des personnels qui participent à la formation des jeunes. Vous voyez que ça dépasse la fonction d'enseignant, ça concerne également les personnels d'orientation, mais d'encadrement également. Donc proposer à ces personnels de passer une période variable de quelques jours, pour certains plusieurs semaines, dans une entreprise pour mieux connaître quels en sont les rouages, quelles sont les méthodes utilisées, quels sont les outils utilisés, quelles sont les attentes en termes de compétences, puisqu'on parlait à l'instant de compétences, auprès des jeunes qui intègrent ces entreprises. Et donc, ça fait maintenant à peu près une année que ce dispositif existe. Et donc, très concrètement, des enseignants, des professeurs documentalistes, des conseillers d'orientation se manifestent en disant, voilà, moi j'ai un projet, je suis enseignant dans telle matière, peu importe laquelle, mécanique, dans la maintenance nautique, je prends un exemple qui me vient à l'esprit. Eh bien, je voudrais en savoir plus sur comment les entreprises fonctionnent dans ce secteur-là. Et ce que l'on a proposé, ce que l'on propose au niveau du vice-rectorat, c'est d'identifier des entreprises de ce secteur-là qui sont prêtes à accueillir l'enseignant, en l'occurrence c'était un enseignant, pour qu'il puisse finalement compléter ses compétences professionnelles de façon à pouvoir les réinvestir dans la formation. Encore une fois, c'est ce qui nous paraît essentiel. L'idée là est d'aller prélever dans l'entreprise des méthodes, des organisations, des modes de fonctionnement que l'on puisse réintégrer dans la contextualisation des apprentissages qui sont proposés en formation. Cette modalité existe sur les compétences professionnelles, mais elle existe aussi dans une logique de découverte des métiers, une découverte plus ouverte des métiers. Vous n'êtes pas sans savoir qu'un des
aspects fondamentaux de la formation d'un jeune, de son éducation, c'est aussi l'aider dans son parcours d'orientation. Et pour l'aider dans son parcours d'orientation, là aussi, lorsqu'on est professeur d'histoire géo, professeur de maths, professeur de PS, peu importe la discipline, on peut être amené, soit en tant que professeur principal, ou soit tout simplement en tant que membre de l'équipe pédagogique, à être dans une relation avec l'élève de conseils, de recommandations sur un projet d'orientation qu'il mûrit au fil de son parcours. Et donc, le dispositif que je décrivais à l'instant est également ouvert à ces professeurs, quelles que soient les disciplines, de façon à ce qu'ils se fassent une culture peut-être plus en phase de la réalité de terrain, une culture de l'entreprise, pour que là, le réinvestissement se fasse au niveau du conseil pour le jeune, au niveau de son projet d'orientation. Donc voilà, je pense que ce dispositif-là qui existe depuis 1 an, il est relativement nouveau en Nouvelle-Calédonie. Il a touché une quarantaine d'individus, donc de formateurs jusqu'à présent. C'est encore un petit peu tôt, je pense, pour en faire une vraie évaluation. Par contre, ce que l'on peut constater, c'est que les retours d'expérience, que ce soit du côté des entreprises ou que ce soit du côté des personnels qui ont profité de cette offre de stage d'immersion, a été très positif. Et dans les deux sens, à la fois pour l'enseignant. Encore une fois, c'est une démarche volontaire, donc on est sur quelqu'un qui a un projet et forcément, à partir de là, ce sont des conditions favorables à ce qu'il y ait une plus-value dans ce genre d'expérience. Donc on a un retour très positif des enseignants, mais ce qui est aussi très encourageant, c'est qu'on a un retour très positif des entreprises qui finalement se rendent compte qu'en accueillant des enseignants dans leur mur, pour a priori leur faire partager, leur faire connaître leur quotidien, leur mode de fonctionnement, les compétences qu'ils attendent, ces entreprises se sont également aperçues que finalement elles ont elles-mêmes beaucoup appris de quels sont les enjeux face auxquels se trouvent les enseignants, compte tenu du public qu'ils accueillent, compte tenu d'un certain nombre de données de contexte que seuls finalement les professionnels de l'enseignement que nous sommes, que vous êtes, que vous serez, j'espère, connaissent de près et qui finalement sont relativement méconnus à l'extérieur de l'enceinte de nos établissements. Et donc ce dispositif qui fonctionne dans les deux sens permet de renforcer les choses, au moins de ce point de vue-là, je pense. Bon, toutes mes excuses, je n'avais pas vu que la question a été marquée dans le dos, j'aurais dû mettre un rétroviseur pour suivre le PowerPoint qui était derrière. Vous percevez bien que la difficulté, a priori, c'est l'identification des besoins. Et lorsque je me suis permis de faire la présentation de mes fonctions au sein du vice-rectorat, c'était de rappeler en fait que les inspecteurs sont quand même des personnes qui sont au plus près du terrain. C'est-à-dire qu'en menant un certain nombre de visites dans les établissements, on perçoit et on évalue les besoins en formation des enseignants. Donc ce sont les premiers à faire remonter la nécessité de mettre en œuvre tel type de formation. Deuxième réseau d'indicateurs, ce sont les chefs d'établissement. Vous savez que dans le cadre du changement de statut des établissements scolaires en Nouvelle-Calédonie, qui deviennent des EPANC, des établissements publics de la Nouvelle-Calédonie, d'enseignement, pardon, je rajoute le E, de la Nouvelle-Calédonie, les chefs d'établissement sont amenés à écrire et à mettre en œuvre et à piloter des projets d'établissement. Dans le cadre de ces projets d'établissement, les équipes pédagogiques et les chefs d'établissement ont fait remonter des besoins, qui sont souvent des besoins transversaux, du type nous avons besoin d'une formation particulière sur l'utilisation du TBI à titre didactique. Voilà. Nous avons besoin de formations sur les premiers secours. Vous voyez bien que ce sont des formations qui ne sont pas disciplinaires, mais qui sont bien transversales. Donc, nous avons deux réseaux pour faire remonter les besoins en formation des personnels. Après, sur l'idée de développer et d'accompagner, eh bien, il y a déjà toutes les formations internes à une discipline qui, là, mettent à jour sur les nouveaux programmes, sur la montée en compétences, sur de nouvelles approches didactiques. Et puis, il y a tout le plan de formation académique, de formation continue, qui est là aussi pour accompagner les établissements sur les fameuses compétences numériques que l'on évoquait tout à l'heure. Donc, a priori, le réseau existe d'identification et le réseau existe de formation.
Et comme je le rappelais tout à l'heure, ça ne peut être possible qu'à la seule condition que les enseignants qui arrivent dans le métier aient eu en amont une structuration solide des savoirs, des compétences et une culture, vraisemblablement, qui soit solide et pertinente pour commencer le métier. Voilà. Je pense qu'on peut voir l'articulation entre ces trois choses de cette manière. Je vous remercie, le temps avance. On va passer sur le temps numéro 2 qui est organisé autour de ces 3 nouveaux verbes d'action: innover, coopérer, collaborer, pour agir sur le levier de l'apprentissage de l'élève. Et je demanderai à monsieur Lionel Zanier et Nicolas Tessier de m'expliquer en quoi et comment il existerait des formes, des moyens et des objectifs d'une innovation pédagogique au sein de la DANC. Sur cette question-là, en fait, je vais faire le lien avec la question d'avant passage. Comme je suis en charge du numérique, il y a eu un équipement massif. Enfin, pour ceux qui suivent un peu le dossier, par des provinces sur les équipements numériques, il faut savoir qu'il y a à peu près 400 TBI sur l'ensemble du territoire, une trentaine d'écoles entièrement équipées d'un ENT. Ces outils-là ont été déployés massivement en 3-4 années, ce qui entraîne beaucoup de questions pour les enseignants. Et surtout la question, qu'est-ce que je fais de cet outil et comment je peux innover, changer mes pratiques avec ces outils-là. La première chose, c'est que équiper, effectivement, c'était nécessaire, puisqu'il y avait une fracture numérique, c'était quelque chose de nécessaire, mais c'est pas suffisant. D'accord ? C'est une condition nécessaire de disposer de l'équipement. Ce qui est suffisant maintenant, c'est de former ces enseignants. Alors, dans le cadre d'une recherche sur l'utilisation des ENT, on a fait passer des questionnaires, on a observé, on a visité des écoles. Et ce qui est remonté massivement dans l'utilisation des outils-là, justement, c'était une utilisation des outils par le maître. C'est un outil pour le maître et par le maître. Les élèves n'y accèdent pas, ou très peu, ou quand ils y vont, c'est pour des tâches qu'on appelle de bas niveau, lire, regarder, déplacer une petite étiquette sur le tableau. Ça, c'est ce que j'appelle des tâches de bas niveau. Ce que je voulais, justement, c'était transformer cette pratique, justement, chez certains enseignants, c'est de passer d'une posture de spectateur devant les usages numériques pour les élèves à devenir des acteurs. Dans le sens où il faut qu'ils soient producteurs, que ça soit collaboratif, que ça soit des pédagogies actives et surtout, et on rejoindra sûrement sur la question d'après, efficace. C'est-à-dire que s'il faut que ça soit efficace, c'est-à-dire collaborer, faire des pédagogies actives, c'est intéressant, mais il faut que ça porte aussi ses fruits. Alors, dans ce cadre-là, on a mis en place une formation justement pour comment innover. Et la première innovation qu'on a mis en place, ça a été de former les enseignants comme on voulait qu'ils enseignent en classe. C'est-à-dire que on veut des pratiques collaboratives, des pratiques actives, et ben vous allez avoir une formation, vous allez devoir collaborer et créer des contenus en fait. Donc déjà, cet objectif-là, c'était principalement les mettre dans la même situation que les élèves et qui sentent et qui voient les compétences qu'ils vont devoir développer et qu'ils vont demander aux élèves. En même temps, s'ils sont en réussite, s'ils vivent cette action-là de façon positive, on fait le pari aussi que s'ils possèdent une expérience positive, ils le transmettront plus facilement en classe. Si j'ai aimé ce que j'ai fait en formation, eh bien, je vais le reproduire dans ma classe, forcément. C'est une logique simple, mais en même temps, je pense, importante. Alors, l'idée a été de former de la même façon. Donc, comme c'était sur un ENT, la plateforme de formation, par exemple, a été le même ENT que les élèves. C'est-à-dire que vous allez être formés sur la même plateforme que les élèves, sur le même dispositif, c'est avec une formation en alternance, avec des contenus à visionner, des créations de blogs à faire, des synthèses. Et cette alternance-là, elle s'est traduite aussi par un accompagnement, c'est-à-dire que on avait des temps de regroupement où on présentait les grandes lignes, les savoirs théoriques et ce qu'on voulait en faire, et des mises en action des enseignants. C'est-à-dire que après cette journée-là, ils avaient un contrat de mettre en œuvre ce qui a été vu en théorie, de créer des scénarios qui aillent avec ce qu'on avait présenté. Mais il ne suffisait pas que de leur dire « vas-y, fais ce qu'on t'a dit », c'était de les accompagner. Et là, c'est là le rôle, je trouve, d'un conseiller pédagogique et de la formation qu'on a essayé de mettre en place. Dire que chaque enseignant bénéficiait 2 à 3 visites dans la période pour l'aider à mettre en place ce scénario-là. Même si des fois la présence était limitée, on venait, on regardait, on réajustait, on observait ce qui se passait et on régulait l'action. Ce qui était intéressant pour les enseignants, c'est d'être accompagnés. Et ce qui est ressorti
de la dizaine d'enseignants qu'on a suivis cette année déjà, et l'année prochaine on en aura 40, donc on monte en volume. C'est la première chose, on dit, l'accompagnement c'était nécessaire, puisque ça leur a permis de développer chez eux un sentiment de compétence perçue important. Dire, ils ont mis en action ce qu'on leur a été demandé et ils l'ont mis de façon en réussite. Donc si j'ai réussi à faire ce qu'on m'a dit, je vais pouvoir le refaire tout seul. On a fait des plateformes sur le NT, ils collaboraient, ils partageaient leurs scénarios, ils mutualisaient leurs ressources, dire j'ai trouvé tel film, j'ai trouvé tel document, ensemble, et ils se partageaient entre eux, ils piochaient les différentes idées. Je vois ce que fait le camarade, il y arrive, pourquoi moi j'y arriverai pas aussi? Donc deuxième chose qu'ils ont aimé, c'est-à-dire que je peux faire, je peux voir, et du coup ça me rassure. L'accompagnement, ça permettait de les encourager, ils étaient contents d'encourager, de réguler, de voir, d'améliorer leur dispositif, et surtout, et la chose qui me paraît essentielle, c'est d'avoir un climat de confiance. Dire qu'ils savaient que quand on venait, c'était pas un jugement d'évaluateur, mais vraiment d'accompagnateur. Puisqu'il ne faut pas venir en disant ce que l'on sait, mais en disant je sais des choses, mais je ne sais pas si ce que je te propose va arriver là où on voudrait que ça aille. Dire que je te propose quelque chose, je pense qu'on va y arriver, mais je n'ai pas la certitude. Et ensemble, avec ce que tu sais, on va pouvoir y arriver. Mais tout seul, je sais que je pourrais pas. Et à ce moment-là, ça les rassure en disant il sait des choses, il veut m'emmener, mais il a besoin de moi aussi. Et les enseignants sont très sensibles à ça, je pense. Donc voilà, pour moi, l'innovation, l'accompagnement passe essentiellement par développer chez les enseignants des montées en compétences, mais aussi un grand sentiment de compétence perçue. Parce que s'ils se sentent efficaces, ils seront prêts à innover. Merci. Monsieur Zanier ? J'ai envie de répondre à cette question à deux niveaux. D'abord au niveau de la classe, pour l'innovation, et puis après, il y a une question sur la collaboration, et je vais vous en parler au niveau de la formation continue. Et alors d'abord, l'innovation, c'est un peu compliqué, parce que qu'est-ce qui fait qu'une pratique est innovante ? Alors souvent, c'est attribué au numérique. Alors je ne peux pas nier que le numérique a beaucoup apporté aux besoins éducatifs particuliers, parce que quand je vous parlais d'accessibilité tout à l'heure, permettre à des jeunes d'accéder à certains savoirs, on parle aussi de compensation. Comment je peux compenser ma déficience, hein. Et là, le numérique, il apporte des choses magnifiques, parce que on peut faire parler des élèves qui ne peuvent pas parler. On peut leur proposer simplement un bécherel numérique. On peut leur proposer un dictionnaire prédictif. Voilà, on peut parler à un ordinateur, il écrit à notre place. Ça, ce sont des choses qui nous permettent vraiment de compenser un handicap. Et là, c'est vrai qu'on peut parler d'innovation avec le numérique. Alors, on s'est lancé dans plusieurs expérimentations au sein des classes. Notamment comment permettre à des enfants qui savent ni lire ni écrire de proposer un journal de l'école, vous voyez. On a essayé de voir comment on pouvait faire entrer en relation aussi, c'est une autre expérimentation qui est encore en cours, des enfants autistes qui n'entrent pas en relation, mais qui sont très captivés par l'écran, vous voyez. Donc on a une expérimentation en cours avec une table interactive qui force les enfants, les élèves autistes, à coopérer, à entrer en relation. Donc voilà. Et puis petit à petit, un outil de compensation, si on veut progresser, c'est l'abandonner petit à petit, hein. Est-ce qu'on va pouvoir utiliser de moins en moins la table et voir le transfert de relations sur des jeux qui sont des puzzles ou des jeux qui sont similaires à ce qu'il y a sur l'écran. Alors c'est pas facile, mais on a en tout cas des élèves qui rentrent en relation. Vous voyez, là on est un peu dans l'innovation sur ce point-là. Bon, il y a deux autres projets en cours, c'est l'Ordi 10, une réflexion sur l'outil numérique pour les enfants 10, et bien sûr en lien avec des ergothérapeutes, parce que souvent cette innovation, elle peut apparaître aussi comme un pansement ou le médicament sauveur. Et puis après, voilà, on a posé l'ordinateur, l'enfant est entre guillemets, l'élève est entre guillemets guéri. Mais qu'est-ce qu'on fait? Nous, enseignants dans la classe, on a un élève avec un ordinateur. Est-ce qu'on sait nous-mêmes utiliser les logiciels qu'il doit utiliser? Est-ce que l'élève, en fait, sait utiliser cet ordinateur? Et voyez tout ce qui arrive en termes de formation professionnelle derrière. Et donc, j'en arrive à la formation professionnelle et je vais répondre à la question de la collaboration. C'est vrai que pendant longtemps, les formations pour
inclure au mieux les élèves à besoins éducatifs particuliers, on essayait d'apporter d'abord des savoirs théoriques et de voir comment on pouvait les réinvestir dans la classe au niveau des difficultés que pouvait rencontrer l'élève et l'enseignant. Depuis 2016, on utilise la collaboration, c'est-à-dire on va prendre les problématiques de chaque enseignant et on les met au cœur du stage et chaque stagiaire doit réfléchir aux problèmes du collègue. Voyez. Donc ça permet de jouer sur plusieurs leviers. Parfois on arrive avec plus de distance, on arrive à trouver des solutions. Parfois à 15 stagiaires et le formateur, on ne trouve pas de solution. Vous voyez. Et on a des enseignants qui vont rester pendant 3 mois, 4 mois dans leur classe à chercher et se rendre compte qu'à 15, 20, on ne trouve pas de solution. Parce que peut-être que la solution en fait ne vient pas elle se trouve peut-être pas à l'école, la solution. Enfin voilà, on utilise cette collaboration pour répondre aux besoins de formation des enseignants, voilà, et on apporte les savoirs théoriques au fur et à mesure de cette recherche. Et pour 2017, on essaie de proposer cette même collaboration entre enseignants, directeurs d'école, conseillers pédagogiques et inspecteurs. Voilà, le plan de formation de 2017, il est conçu comme ça, sur la collaboration, et utiliser après cette réflexion commune sur les problématiques d'un enseignant ou d'un élève pour le transférer dans le conseil des maîtres et pour utiliser l'entité conseil de cycle pour réfléchir à ces problématiques-là. Voilà. Merci Lionel. Est-ce que j'ai le droit de rebondir? Oh oui, avec plaisir. Je voulais abonder dans le sens du collègue parce que je pense que cette question d'innovation, elle est vraiment centrale. On nous parle beaucoup d'innovation et quand on nous parle d'innovation, on se dit qu'est-ce que je pourrais faire, qu'est-ce que je pourrais inventer pour être innovant, etc., etc. Être innovant, c'est pas forcément inventer quelque chose de nouveau que personne n'a jamais vu nulle part ailleurs. Être innovant, c'est, et je crois souvent, là où il y a des pistes d'innovation, c'est de emprunter à son voisin des méthodes, des outils, des approches, et les appliquer dans un contexte différent qui est le nôtre, qui est le vôtre, dans le cadre de l'enseignement que vous aurez à prodiguer. C'est un vecteur d'innovation fort, parce que finalement, il y a beaucoup de ressources, beaucoup de richesses qui existent déjà entre nous tous, mais qui sont très mal partagées. Et d'où l'intérêt, c'est pour ça que je voulais rebondir là-dessus, la notion de collaboration, elle me paraît essentielle. À titre personnel, depuis quelques années maintenant ici, j'ai travaillé sur des regards croisés avec justement le domaine de l'ASH. Et dans le domaine de l'ASH, c'est une vraie mine d'or en termes d'approches qui peuvent être réinvesties dans n'importe quel type de situation de formation et avec des effets qui sont à mon sens très, très positifs. Donc voilà, innover c'est aussi ça, c'est aussi savoir franchir le seuil qui vous sépare du voisin qui est dans peut-être dans un autre établissement, dans une autre classe, dans un autre enseignement, mais voir avec lui comment il fonctionne et comment finalement vous pouvez vous inspirer de ce qu'il fait pour l'adapter à votre propre pratique. Merci, si vous me permettez de rebondir aussi. Il serait intéressant de poser aussi la question de l'approche par compétences interdisciplinaire ou transdisciplinaire qui est prônée sur le modèle très classique de la décompartimentation des disciplines, et de poser la question de savoir si les actions de coopération et de collaboration dans les établissements à l'heure actuelle ne seraient pas une utopie éducative. De croire qu'il existe des espaces pour ça, qui sont adaptés pour ces enseignants afin d'échanger et de pouvoir coopérer dans ces établissements. Est-ce que concrètement, des actions sont mises en place ou vont être mises en place pour permettre à ces enseignants de pouvoir accéder plus simplement et plus régulièrement à ces espaces de coopération et de collaboration? Comme je parlais tout à l'heure dans le cadre de l'expérimentation sur les ENT, le ENT était déjà un espace justement de partage où tous les enseignants inscrits à la formation ont accès à une plateforme où ils partagent, ils mutualisent et collaborent ensemble. Il y a des forums où certains enseignants posaient des questions et c'était d'autres enseignants qui répondaient. C'est pas forcément le formateur justement, mais aussi les autres enseignants. Comme pour rebondir sur Lionel, moi je pense que c'est à plusieurs qu'on apprend mieux tout seul.
Effectivement. Donc c'est le fait que chaque enseignant puisse collaborer, mutualiser avec le numérique, on peut créer une plateforme comme ça, forcément. Après, s'il faut des temps, il faut pas que ça reste que virtuel. Je pense qu'il faut aussi des temps de regroupement présentiel pour échanger, aussi. Sur le numérique, on a des questions. Souvent, on cherche des questions. C'est qu'on a une question, on veut une réponse assez rapidement, instantanée pratiquement. Et là, ça ouvre une perspective puisqu'il n'y a pas de temps et d'espace pour répondre. Mais ce qui est intéressant, je pense aussi, c'est des regroupements, des temps peut-être à définir sur la formation qu'on pourrait prendre justement pour partager et mutualiser. Donc pour moi, oui, collaborer, c'est nécessaire. Pardon. Ce que dit Nicolas, excusez-moi, ça soulève une question et j'ai pas la réponse. Peut-être qu'il y a des chercheurs qui ont cette réponse. Est-ce que le conflit socio-linguistique, il est aussi efficace en distanciel qu'en présentiel? Voilà, parce qu'on réfléchit beaucoup à ces forums, à ces espaces d'échange, mais on sait bien, nous, on est tous enseignants, que ce qui se passe dans une classe, ce qu'on provoque grâce à ça, c'est un vrai vecteur d'apprentissage. Alors, est-ce que de vouloir tout... C'est vrai que le numérique, il nous permet de plus échanger, mais je ne sais pas. Alors, peut-être qu'on pourra me répondre. Le numérique serait un outil donc au service de la coopération et de la collaboration. C'est ce que vous êtes en train d'y mettre comme hypothèse. Moi, je m'amusais à compter tout à l'heure, là, en vous regardant, il y a à peu près 80 personnes dans la salle, il y a 60 ordinateurs qui sont dépliés. Et d'autres n'ont pas encore déplié leurs ordinateurs. Donc il doit y avoir autant d'ordinateurs que de personnes dans cette salle. Ça montre bien que vous faites partie d'une génération, quel que soit l'âge, c'est pas une question d'âge, c'est bien une question d'arriver à un moment donné, où vous êtes en capacité d'avoir accès à des bases de données qui deviennent, qui se démultiplient et qui sont incroyablement fertiles. Vous savez que c'est une question que le ministère de l'Éducation nationale s'est posée. Et aujourd'hui, si vous allez sur les sites de type EduScol, vous aurez les EduBases où, discipline par discipline, vous trouverez des leçons qui sont mises en ligne. Considérant que c'était relativement statique, puisque c'était juste à la consultation, et pour accompagner peut-être l'idée de mutualisation, le ministère de l'Éducation nationale va lancer très très prochainement, c'était annoncé pour le mois de septembre 2016, mais je pense que ça sera repoussé à janvier 2017, un site qui sera hébergé par le CNED, qui sera un lieu de mutualisation et de partage de séquences avec des forums et des lieux de discussion. Ce site va devenir une véritable plateforme de mise en commun des savoirs. Vous savez que le ministère aussi a lancé ce qu'ils appellent Viaduc si vous le prononcez un peu vite, et son Viaduc, c'est un réseau de type Facebook pour les enseignants de l'éducation nationale, dans lequel on aurait un partage continu d'informations, de mise en commun, de mutualisation. Donc, je pense que la question de la mutualisation, elle est évidemment une évidence. Il y a des choses qui existent et il faut qu'elles se développent, elles se diffusent, et qu'en même temps chacun s'en saisisse et l'adapte à son propre contexte, que ce soit le contexte du handicap sur un contexte de gamin valide. Enfin, il y a plein d'idées à prendre à droite à gauche. Et l'ordinateur, enfin l'outil informatique que vous avez entre les mains, est une formidable source d'informations. Donc je crois qu'on y va. Peut-être. C'est en tout cas une pratique qui a vraiment changé notre métier de formateur parce que maintenant, vous avez accès à tout. Et nous, formateurs, on doit vous permettre de pouvoir faire le filtre. Vous voyez, on doit vous préparer à être capable de juger une source, de repérer si un contenu, en fin de compte, c'est quelque chose qui est vraiment pertinent. Parce que voilà, maintenant, vous avez vu, vous êtes stagiaire, vous voyez tout ce qu'on a sur Internet, et on peut vite se perdre, et puis parfois on ne sait même pas quoi choisir. Alors c'est vrai que s'il y a des sites comme ça, comme celui dont vous parlez, peut-être qu'il y aura aussi un énorme filtre pour proposer des choses pertinentes et pas qui éparpillent pas, quoi. Ce qui est intéressant là, je rebondirai dessus, c'est effectivement les enseignants, je pense que la première chose que vous faites la plupart du temps, c'est quand vous cherchez une séance, vous allez sur Internet les 3/4 du temps, vous cherchez une fiche ou quelque chose comme ça. Effectivement, le rôle du formateur,
C'est plus d'apporter une connaissance, puisque si on réfléchit bien, la connaissance, elle est devant vous maintenant. Enfin, si on veut une information, Google est là, donc il n'y a plus de souci. Le rôle du formateur, c'est d'abord de filtrer, certes, mais je pense que pour un enseignant, le rôle du formateur, c'est de l'aider à accompagner. C'est-à-dire qu'on peut disposer de tous les outils. On peut dire, bah super, j'ai trouvé la dernière perceuse, mais si on vous a jamais expliqué que la perceuse, fallait appuyer dessus, et c'était pas comme avant, on tapait dessus, ça sert à rien. Je pense que le rôle du formateur, c'est de vous aider à filtrer le contenu, mais surtout d'aider les enseignants, et là on reviendra sur la culture commune, de définir les critères qui permettent de mettre en place ces outils. C'est-à-dire comment on peut récupérer un outil et savoir les impondérables, qu'est-ce que je dois mettre en place au niveau des objectifs, de la temporalité, des tâches, comment je dois répartir mes groupes, mes sous-groupes dans ma classe, tout ça. Et ça, c'est le rôle du formateur, d'apprendre à récupérer, certes, un outil que vous aurez, mais surtout de définir quels sont les critères qui permettent de mettre en place ces outils et de les adapter à sa pédagogie, à sa façon de faire classe. Merci. Si vous le voulez bien, on va passer au temps 3. Il s'agira ici, dans cette dernière partie, bien évidemment, d'identifier et de pouvoir observer les effets attendus sur le climat d'apprentissage de l'élève. La question est donc de savoir en quoi, à un moment donné, la diffusion et la valorisation de ces savoirs professionnels est importante, mais surtout, quels sont les effets qui sont attendus sur les élèves à plus ou moins court terme. Il s'agira ici de préciser si des actions de recherche ou d'innovation pédagogique ont conduit à des résultats concrets, bien évidemment, pour pouvoir éclairer le public. Je suis en train de réfléchir à la question. Je ne sais pas si le collègue va intervenir, non? Je ne le vois pas. Sinon, moi j'ai quelques réponses. Alors, moi j'ai les miennes. Je crois que l'impact sur le climat, il est évident à partir du moment où le public que l'on a en face de nous arrive à comprendre là où on veut aller, lorsqu'il fait sens de l'apprentissage qu'on cherche à lui apporter. Tout à l'heure, je disais, innover, c'est pas forcément inventer quelque chose qu'on n'a jamais vu nulle part ailleurs, c'est simplement réinvestir des méthodes qu'on a vues par ailleurs. La démarche de projet, dont on parle beaucoup et qui rentre progressivement de plus en plus dans les pratiques quotidiennes des enseignants, est une démarche qu'on pourrait qualifier d'innovante, je ne sais pas. Je ne trouve pas particulièrement qu'elle soit innovante. Par contre, je trouve qu'elle est particulièrement efficace au sens où elle crée des situations d'apprentissage qui font sens pour les élèves. Et à partir de là, un élève qui sait pourquoi il travaille sera d'autant plus motivé, évidemment. Tout ça, ce sont des évidences que je dis là. Mais qu'il est utile de rappeler parce que souvent, on fait face à des enseignants qui sont parfois un petit peu désarçonnés, ou en tout cas qui sont en difficulté face à des situations où la maîtrise de la classe est rendue difficile, et finalement après on court toujours après un train qu'on rattrapera pas, alors que le point de départ pour essayer de créer ce climat serein et propice aux apprentissages, c'est de créer des situations où finalement l'élève sait pourquoi il est là, pourquoi il travaille avec son camarade dans une démarche collaborative de projet. Donc l'impact de ces démarches-là, je pense qu'il se mesure sur le climat par ce type de comportement plus enclin à être ouvert à des apprentissages. Ce que je vous dis là, ça peut paraître un petit peu théorique, mais c'est vrai qu'avant d'avoir été inspecteur, on a été tous enseignants. Et j'ai en tête un certain nombre d'expériences qui datent maintenant d'une petite quinzaine d'années, mais enfin qui étaient de cette nature-là, où une démarche de projet qui avait été initiée en faisant intervenir un artiste, un sculpteur, aux côtés d'enseignants, dans un projet qui avait fédéré plusieurs classes sur 3 mois de mémoire, on avait travaillé ça, et qui visait à... Bon, je vais faire court, sinon je vais être beaucoup trop long sur ce projet-là. Enfin, en tout cas, ce type de démarche-là, où on mélange des personnes qui, a priori, sont d'horizons différents, et pour expliquer pourquoi on veut le faire, et de façon à ce que les élèves sachent le but que l'on recherche, est propice à cette amélioration du climat, je pense. Depuis Freinet, c'est-à-dire depuis l'entre-deux-guerres, on sait bien que les méthodes actives sont peut-être les moyens les plus efficaces pour intéresser les élèves à tous les apprentissages, quels qu'ils soient,
Et bien évidemment, s'ils sont intéressés par ce qu'ils apprennent, le climat scolaire ne peut être qu'apaisé, et dynamique, et intéressant. En gros, les méthodes actives, c'est le contraire de ce qu'on est en train de vivre en ce moment. C'est-à-dire où on est là dans un discours up-down qui est direct et pour lequel vous subissez, entre guillemets, ce qui se passe. C'est exactement la situation dans laquelle il faut éviter de mettre les élèves. Mais à partir du moment où on crée une implication de l'élève dans des démarches de projet, dans des méthodes où il est acteur de ses apprentissages, eh bien, vous avez une capacité à les intéresser et donc à apaiser le climat. Le numérique est évidemment un des moyens de créer ce type de situation, parce que c'est un outil qui s'adapte très bien à ce genre de choses. Mais vous pouvez très bien avoir des situations d'enseignement où l'élève est co-créateur de sa propre savoir et en plus en équipe, sans avoir de numérique. Le numérique n'est pas l'outil magique, c'est pas la baguette magique, mais c'est bien un outil supplémentaire qui est à notre disposition. Je rebondirai effectivement dessus. Souvent, on nous a présenté le numérique comme un sauveur. C'est un mythe en fait. C'est pas parce qu'on nous dit souvent c'est plus ludique, ça rend plus autonome, ça renforce la motivation chez les élèves. Oui, si la pédagogie est active, effectivement. Si c'est une pédagogie passive, effectivement, on aura ce qu'on a toujours eu avant. Et beaucoup d'études scientifiques l'ont montré, parce qu'on parle de NSD, No Significant Difference, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence entre une classe avec et sans numérique au niveau des apprentissages. Oui, tout simplement parce que je dirais que le numérique, il n'est pas fait pour ça. Et deuxième chose, tout simplement, si on refait comme avant, avec un nouvel outil, c'est pareil. Si on visse avec une visseuse ou avec un tournevis, la vis, elle est vissée, c'est tout ce qu'on demande. Par contre, si on change la façon de faire, si on réfléchit autrement et qu'on les met en pédagogie active et réflexive par des élèves, effectivement, là, le numérique a des leviers, pas au niveau des apprentissages, mais plus au niveau des compétences transversales, qui est la collaboration, le partage, la mutualisation, et qui impacte directement sur le climat de classe. Puisqu'il trouve du sens, si on collabore, c'est parce que tout seul, avec cet outil-là, je peux pas. Donc j'ai besoin des compétences du camarade, j'ai besoin de partager pour pouvoir atteindre une tâche que seul, je ne pourrais pas faire. Des fois, on voit aussi des situations où on demande aux élèves de collaborer. En fait, ils ont tous le même travail sur une feuille, et on dit qu'ils sont en groupe. Non, ils sont en disposition de groupe, mais ils sont pas en travail de groupe, donc ils collaborent pas. C'est pareil, donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est pas l'outil ou n'importe quel outil, numérique ou pas, qui est important. C'est la façon dont on pense l'enseignement. C'est-à-dire, si on veut qu'il collabore, il faut que la tâche en elle-même, elle soit collaborative. Si elle n'est pas collaborative, forcément, le climat de classe va pas et la régulation de la leçon va mal se passer, puisque finalement, pourquoi je collaborais? Puisque tout seul, je peux faire la tâche. L'élève n'y trouve pas sens. Donc, en ça, je pense que c'est intéressant. Si on veut changer les choses, il faut déjà changer la posture. Il y a plein de dossiers qui le montrent sur les adresses de l'IFE. La conclusion, ça a été le numérique change la pédagogie si seulement on change sa pédagogie. Et moi, je vais revenir sur la question. C'est les effets attendus sur le climat de classe et puis cette histoire d'évaluer les outils qu'on propose aux enseignants. Est-ce qu'on évalue? Est-ce qu'on se base sur un ressenti? Est-ce que c'est évalué objectivement? Alors au plan de formation, on a un stage qui rassemble les enseignants qui ont eu les élèves, les pires, comme on dit, du comportement. Ceux qui jettent les chaises, qui mordent les collègues, qui se battent, voilà, ce genre d'enseignants. Et puis on essaie de voir si on a des solutions dans la classe. Alors, on propose un stage, et vous savez, les stages, souvent il y a une enquête de satisfaction à la fin. On dit évaluation, mais c'est une enquête de satisfaction qu'on propose. Est-ce que vous, stagiaires, est-ce que nous, on a passé un bon moment? Voilà. Et là, cette année, on a pris des risques parce que cette enquête de satisfaction, on l'a proposée une semaine après que l'enseignant soit retourné dans sa classe. C'est-à-dire qu'il vient en stage et on coopère à essayer de résoudre. Coopère, Pierre-Yves, je sais pas. À essayer de construire en tout cas un projet pertinent pour cet élève. Et puis l'enseignant retourne en classe, et puis une semaine après, de manière anonyme, il va dire si le stage lui a apporté quelque chose. Parce qu'il y a toujours cette désillusion en plus quand on revient sur le terrain. On a eu une évaluation positive du stage
une semaine après le retour. C'est-à-dire, est-ce que les outils qu'on vous a proposés, est-ce que ce que vous avez construit avec vos collègues vous a apporté des solutions? Et là, je vais vous dire que, vu que ça a été une évaluation positive, le climat scolaire s'en est amélioré, puisque c'était un stage pour les élèves qui perturbent la classe. Donc si l'élève perturbe moins, le climat scolaire, voilà, comment je veux dire, s'améliore. Donc on a quand même des données vraiment objectives. Des données qualitatives. Voilà. Alors, il y a des données qualitatives et des données quantitatives aussi. Évidemment, on a mené des entretiens, essayé de repérer même dans les retours des enseignants, est-ce qu'il y avait des mots qui montraient qu'ils se sentaient même mieux dans leur métier, vous voyez, au-delà des enquêtes sur leur comment je veux dire, sur leur capacité à mieux prendre en charge la classe. C'était vraiment voir s'ils se sentent mieux et mieux capables, entre guillemets. Voilà. Excusez-moi, mais je souhaiterais apporter une petite précision. Vous intervenez, vous êtes en train de me dire que les effets attendus sur le climat de classe sont mesurés au travers de l'effet maître. Concrètement, est-ce que des outils sont mis en place aussi au niveau des élèves sur ce sentiment de compétence perçue, à un moment donné, qui va forcément améliorer le climat d'apprentissage dans la classe? Pour l'année prochaine, une expérimentation que je suis en train de mener, que l'on est en train de voir avec une enseignante, c'est de faire créer des grilles justement d'auto-évaluation par les élèves, et où ils vont définir justement les critères au niveau des savoir-faire, mais du savoir-être aussi quand ils conçoivent une leçon. C'est-à-dire qu'à la fin, ils doivent produire ce qu'on appelle un chef-d'œuvre, c'est-à-dire une trace de leur apprentissage, et justement, on va leur demander de définir ce qu'ils doivent au niveau des savoirs maîtriser dans leur chef-d'œuvre, aussi des savoir-faire au niveau technique et des outils qu'ils vont mettre en place. Mais sur vous, du savoir-être, c'est sur ça qu'on va surtout travailler, sur la gestion de classe, la répartition des tâches, et vraiment pouvoir mesurer à travers les élèves qu'ils puissent prendre conscience que finalement, il y a certaines conditions nécessaires et qu'il faut respecter pour avoir un bon climat de classe et pour avoir des pratiques efficaces. Je vous remercie. Je voudrais continuer avec une petite question pour Monsieur Federico Berrera et Monsieur Laurent Chardon. Nous avons pu observer avec le laboratoire de recherche en éducation que nous obtenons des effets attendus sur le climat d'apprentissage à très court terme. C'est-à-dire que lorsque nous intervenons dans des établissements avec des problématiques très lourdes de décrochage scolaire d'élèves, nous menons des opérations pendant 2 ans et on observe des effets très positifs lorsqu'on est en effet monitoring sur ces savoirs professionnels et sur ces enseignants. Par contre, lorsqu'on quitte l'établissement et qu'on observe 1 ou 2 ans après, on s'aperçoit que les courbes s'inversent légèrement et qu'on retourne à une constante. Donc l'idée, c'est d'explorer un tout petit peu les effets que peuvent avoir ces dispositifs de formation, nos actions de formation, voire nos actions d'innovation pédagogique sur ce climat de classe, et si elles ne seraient pas juste un effet d'annonce à très court terme et qui pourrait être un leurre pour les enseignants. Je crois qu'on revient à la question de la culture. La culture, c'est ce qui se sédimente à un moment, c'est des habitudes que l'on prend, c'est une histoire que l'on partage. Lorsqu'une expérience est faite dans un établissement et que vous laissez l'établissement sous monitoring, ça fonctionne parce que l'équipe a été initiée, il y a une dynamique de travail qui est engagée. 1 an, 2 ans, 3 ans plus tard, vous savez très bien qu'il y a un certain nombre de turnover dans les établissements. Il y a des collègues qui partent et d'autres qui arrivent. Lorsque une équipe se déstructure et que se déstructure au sens positif, c'est pas spécialement négatif, c'est-à-dire que l'équipe évolue, eh bien, il n'y a plus le partage de la même culture de l'expérience. Et évidemment, ça s'étiole et les projets ne peuvent que s'annuler dans le temps. Je pense qu'il faut, à ce moment-là, réunir l'équipe, à nouveau la nouvelle équipe constituée, même s'il y a des anciens dedans, pour réactiver un certain nombre d'éléments. Parce que très naturellement, on en revient, j'ai presque envie de dire, à des mauvaises habitudes, si vous me permettez l'expression, ou en tous les cas, je me permets de le mettre entre guillemets. Qu'est-ce qu'on appelle les mauvaises habitudes? C'est vrai que lorsque vous avez une formation initiale où on approche par le côté disciplinaire, vous êtes marqué de votre discipline. Vous avez fait des maths pendant 3 ans, 4 ans, 5 ans. Et que vous devenez enseignant, vous restez quelque part avant tout maths, avant d'être enseignant. Et c'est difficile de rentrer après dans le métier en disant non, mon métier, c'est pas seulement que mon approche disciplinaire.
Et c'est évident que ça, c'est un frein au développement de projets qui seraient des projets transversaux, transdisciplinaires. Parce que naturellement, on en revient à nos fondamentaux. Cette fameuse constitution de culture que j'évoquais au départ. Juste pour, après j'arrête, hein, promis. Je crois que par nature, enfin, je rejoins ce que dit Laurent, et puis au-delà de ça, je crois que par nature, un projet qui marche, il marche un temps, puis après il faut se renouveler, il faut passer à autre chose, il faut revoir les choses, effectivement, soit avec d'autres collègues qui vont apporter leurs propres expériences, et soit tout simplement avec d'autres modalités, d'autres objectifs donnés à son projet. J'avais tendance à penser, j'ai toujours tendance à penser qu'un projet, il vit pendant, 3 ans. Après, il faut passer à autre chose, parce que sinon, on s'installe finalement dans une forme d'habitude, et c'est franchement pas surprenant que on puisse constater derrière que un peu tout le monde s'essouffle en se disant bon, on a fait un petit peu le tour de ce truc-là. Je pense qu'il faut pas s'imaginer qu'il existe un modèle d'organisation de la classe et d'apprentissage qui, lorsqu'on l'a trouvé, qui marche bien, c'est bon, on le met sous cloche et il va fonctionner pendant 20 ans. Non, ça n'existe pas, ça. C'est une dynamique plutôt qu'il faut savoir entretenir, effectivement, par l'ensemble des choses qu'on a évoquées tout à l'heure, et celle à laquelle je tiens plus particulièrement, qui est celle de la mutualisation, du partage avec ses collègues. Merci. Avant de prendre quelques questions dans le public, parce que je vois qu'il y a beaucoup de réactions je voudrais poser juste une toute petite dernière question à mes invités. Il s'agit de la dernière partie au travers des 2 verbes d'action qui n'ont pas été encore explorés, qui est comment diffuser et valoriser les savoirs professionnels qui sont complètement encapsulés dans ces établissements et pour lesquels on a une vue que très partielle, et il serait peut-être intéressant à un moment donné de les faire sortir de ces établissements, de les diffuser de façon assez importante, et surtout la question fondamentale, c'est comment à un moment donné valoriser les actions de ces enseignants qui ont contribué à un moment donné à faire avancer un petit peu les choses. Une partie de la réponse, et M. le directeur l'a évoqué lors de sa présentation, c'est la mise en œuvre du PPCR, de fameux parcours professionnel de carrière et de rémunération, où l'évaluation des enseignants, du second degré, des professeurs, va être complètement refondue. Et où, dans les critères d'évaluation, il est bien évidemment demandé de coller aux compétences développées par le référentiel de 2013, mais que l'impact de l'enseignant dans l'établissement sera mesuré. C'est-à-dire qu'on ne va plus valoriser seulement ce qui se passe dans la classe, donc avec l'approche disciplinaire que j'évoquais tout à l'heure, mais bien de valoriser ce qui se fait de l'effet dans l'établissement et dans l'équipe éducative. Donc je crois que les réformes mises en œuvre, ou en tous les cas la manière de repenser le système scolaire, nous amènent à avoir une piste, en tous les cas, de valorisation de ces expériences et de l'implication d'un certain nombre d'enseignants dans le fonctionnement du système. Si vous le voulez bien, on va prendre quelques questions du public. Oui, bonjour. Donc Franck Martin, président de l'APE du lycée La Pérouse. Moi, j'ai une question relativement simple. On parle depuis hier de culture commune des enseignants. Et au travers des différentes présentations qui ont été formulées, on a un peu de difficulté à comprendre comment on peut avoir une culture commune des enseignants quand on est avec un système où on a un primaire, où on a un enseignant dans une classe, un secondaire où on a plusieurs professeurs, et où on a après des enseignants qui sont soit professeurs dans leur priorité, soit, comme vous le disiez tout à l'heure, maîtres de leur discipline. Merci. Monsieur Martin, je crois que vous mettez le doigt sur un point important. Les cultures ne seront jamais identiques.
On peut partager un certain nombre de choses. C'est vrai que entre le parcours d'un enseignant du premier degré et un parcours de l'enseignant du second degré, c'est vraiment deux cultures complètement différentes. Mais c'est pas le problème. Si on définit un référentiel professionnel de compétences, les compétences attendues d'un enseignant professeur premier degré et d'un enseignant professeur second degré sont les mêmes. C'est-à-dire prendre en charge la diversité des élèves, les principes d'éducabilité. Enfin, ce sont donc le référentiel métier est identique. Donc c'est la raison pour laquelle je crois qu'il faut vraiment distinguer quelle est notre culture d'origine et après quel métier on exerce et en quoi il y a une cohérence dans l'exercice de ce métier par un certain nombre de personnes qui sont fonctionnaires dans le service public d'enseignement. Voilà. Et elle est là toute l'articulation. Et je crois que la professionnalisation du métier que l'on a vu depuis les années 80 amène vraiment à raisonner en termes non pas de don de l'enseignant comme une sorte de savoir-faire divin, mais bien sur la construction et l'apprentissage de réelles compétences, mais qui peuvent se développer dans des situations particulières. Une autre question ? Morgane Charlène, professeure des écoles stagiaires. Ce ne sera pas une autre question, je veux juste rebondir justement. Je trouve que monsieur met le point, l'accent sur quelque chose d'important. C'est les passerelles justement, entre le premier et le second degré. Et elles sont vraiment nécessaires. En tant que professeur des écoles stagiaires, nous avons fait un stage en immersion en collège pendant 2 jours. Et nous nous sommes réellement rendus compte des différences entre le primaire et le second degré, des différences en termes d'enseignement et d'attitude également des enseignants. Et nous sommes en demande de passerelles et d'échanges avec le second degré pour que l'insertion de nos élèves en collège et au lycée après soit de meilleure qualité. Je vais apporter une réponse, mais je laisserai mon collègue aussi vous compléter. Je crois que, tout d'abord, le fait que vous soyez réunis dans cette salle avec des étudiants qui s'acheminent vers le premier degré et d'autres qui s'acheminent vers le second degré est déjà un moyen de partager, hein, et il faut s'en féliciter. C'est intéressant parce que, vous voyez, on a le même système de partage de référentiel entre les chefs d'établissement et les inspecteurs. C'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, à l'ESN, donc à Poitiers, à l'école de formation des cadres, les formations se font aujourd'hui de façon conjointe entre personnel de direction et inspecteurs. Ce qui nous permet, nous inspecteurs et personnel de direction, de partager un certain nombre de points d'approche communes. Donc ça, c'est le premier point. Donc formation initiale et vous rapprocher le plus possible au moment de la formation initiale. Le deuxième point, la césure qu'il y a entre le premier et le second degré existe depuis l'origine. Et tous les projets vont vers une cohérence et en tous les cas un passage plus en douceur entre ce premier et ce second degré. Vous savez que la réforme du collège telle qu'elle a été pensée par le ministère de l'Éducation nationale va vers la création de cycles. Et ce fameux cycle 3 qui inclut donc CM1, CM2, 6e dans un seul cycle, qui obligera, et je trouve que le mot obligé, si vous voulez, est à prendre d'un point de vue noble, c'est-à-dire nécessitera qu'il y ait un partage d'abord en termes de cursus d'apprentissage, qu'est-ce qui peut être fait à tel moment et qu'est-ce qui peut être continué sur la 6e, donc la première année du collège. Et puis ça va nécessiter aussi que les enseignants soient dans un suivi de l'élève avec une plus grande cohérence. Pour l'instant, cette mise en œuvre des cycles tel qu'il a été pensé en métropole n'est pas possible en Nouvelle-Calédonie tant qu'il n'y a pas eu un vote du Congrès qui décide de cette nouvelle articulation des cycles. Mais vous voyez bien qu'on va dans ce sens-là. Et ce que vous révélez comme primo-arrivant dans le métier est tout à fait symptomatique de ce que l'on tente de mettre en œuvre depuis des années. Mais là aussi, le poids de la culture d'origine est tel qu'on n'est pas formé de la même manière, on n'a pas les mêmes références, on n'a pas, et il y a cette césure qui perdure entre le premier et le second degré.
peut-être que justement la culture est différente, mais on pourrait peut-être définir des savoirs communs, des savoirs métiers, c'est-à-dire qu'on pourrait déjà décomposer ce que c'est l'acte d'enseigner. Effectivement, à partir de là, on pourrait expliciter qu'est-ce que c'est enseigner, et du coup, ça pourrait être plus facilement transférable, parce que finalement, enseigner l'acte d'enseigner n'est pas différent, quel que soit l'âge. La culture est différente, mais l'acte, je pense, est le même. Donc peut-être une des choses dans le savoir professionnel, ça serait justement d'expliciter ces fameux savoirs métiers, et donc de décomposer qu'est-ce que c'est l'acte d'enseigner. Moi, je vois 5 plans, en gros. Je m'appuie sur les travaux de Guagou, qui a sorti quelque chose d'intéressant. C'est la planification, premier acte. C'est-à-dire que tous les enseignants, on sait très bien, ça se prépare à l'avance. Il faut définir les objectifs, la temporalité, est-ce que c'est à court, à moyen terme, la progressivité des apprentissages, la tâche didactique qu'on va proposer aux élèves, tout ça, la planification. Deuxième acte, la régulation, comment je vais réguler le climat de la classe, qu'est-ce que je vais demander comme retour d'information, les fameux feedbacks, étayer mes élèves. La motivation aussi, comment je vais motiver mes élèves, comment je vais maintenir cette motivation. Il y a aussi un autre acte, c'est l'explicitation, c'est-à-dire qu'il faut annoncer le contenu aux élèves, leur dire sur quoi on va travailler, sur qu'est-ce qu'on va attendre comme connaissance à la fin. Parce que sinon, ça crée des distensions entre les élèves qui ont compris les enjeux de l'école. Souvent, les enfants d'enseignants réussissent parce qu'ils savent ce que les parents savent ce que l'enseignant va demander. Donc, ils disent, c'est sur ça qu'il faut apprendre. Ceux qui n'ont pas cette culture-là sont mis en échec, malheureusement. Donc, c'est là où l'enseignant peut dire, c'est sur ça que je vais vous interroger, c'est sur ça que je veux que vous sachiez. Et c'est pas, je veux dire, apprenez votre leçon de géographie. Parce que si tu apprends, quand on dit à des élèves, par exemple, apprenez une carte, l'élève qui connaît pas les enjeux, il va apprendre là, j'ai colorié ça, 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 alors que celui qui a compris que c'était sur la légende et comment ça fonctionnait, lui va réussir parce qu'on sait très bien que la carte de l'évaluation ne sera pas la même que la carte de la leçon, les 3/4 du temps. Et la dernière chose, et là je rejoindrai Lionel, c'est la différenciation au sens large, c'est-à-dire prendre les approches différentes des élèves, comment ils apprennent, parce qu'ils apprennent tous différemment. Et c'est pour ça que je rejoins Lionel là-dessus. C'est pas l'ASH quelque chose de particulier, puisque de toute façon tous les élèves sont différents et que ce qui est intéressant, c'est de piocher les différentes idées pour faire avancer, quoi. Donc voilà 5 grands thèmes: la planification, la régulation, la motivation, l'explicitation, la différenciation. Si ça c'est bien défini et clairement, je pense que tout enseignant se retrouve, qu'il soit du premier ou du second degré dedans, quoi. Je veux juste finir par rapport à votre question. C'est vrai qu'on joue toujours un peu. Nous enseignants, c'est nous qui faisons que il y a une sorte de clivage primaire-secondaire. C'est nous qui entretenons ça. Alors nous, dans le primaire, on dit ah oui, mais au secondaire, ils font pas comme ça. Au secondaire, ils disent oui, mais au primaire, ils font pas comme ça. Est-ce qu'on peut enseigner dans le secondaire comme on enseigne, nous, dans le primaire? Est-ce qu'on peut être prof de philo, de bio, de maths, d'anglais en terminale, en tout cas, on peut le faire dans le primaire. Les professeurs du secondaire, ils ont des adolescents en face d'eux, ils n'ont plus des enfants. C'est pas la même matière. Évidemment que la pédagogie est la même, mais on rentre pas dans la même proximité. Alors on va observer des différences par rapport à nous, parce que nous, ce qu'on a en tête, c'est notre proximité avec notre classe d'enfants qui ont 6-7 ans, et puis d'un coup, on se trouve dans un monde qui est différent. Et on aura ce même choc quand on sera dans le monde de l'entreprise aussi un jour. C'est pareil, c'est pas les mêmes distances. Et il faut pas apparenter ça à des pédagogies différentes. Parce que derrière, il y a la même construction de séance, il y a la même mise en œuvre, il y a la même réflexion et la collaboration. Par contre, on peut réfléchir à quel lien il y a entre chaque discipline. Est-ce qu'il y a un projet commun qui réunit le prof d'histoire avec le prof de français? Est-ce que le prof d'histoire, il n'est pas en train de développer des compétences que le prof de français cherche à développer? Oui. Et quand on dit ça, mais même dans le primaire, est-ce qu'on se pose cette question-là aussi dans le primaire? Sous prétexte qu'on a nos élèves et qu'on fait toutes les disciplines, on donne l'impression qu'on agit comme ça de manière transdisciplinaire. Mais est-ce que nous, dans le primaire, on est dans la transdisciplinarité? Est-ce qu'on a fait les conjonctions de coordination lors de la séance d'histoire? Je ne sais pas. Mais en tout cas, on paraît être transdisciplinaire. Voilà ce que je vais vous apporter. Merci, on va prendre une autre question. En fait, c'est plus une remarque qu'une question, mais ça rejoint exactement ce que viennent de dire M. Chardon et M. Tessier. Hier, on a glissé très rapidement sur une diapo qui a été présentée par Stéphane Minviel, qui parlait des compétences dans les systèmes anglo-saxons. Et la diapo était intitulée Professional Identity et pas Professional Culture. Il me semble que cette remarque
est plus que sémantique, c'est-à-dire que là, on parle souvent et on fait des glissements. Je vois dans les discussions, on glisse assez facilement entre identité et culture. Et là, ce que précisait exactement M. Tessier, c'était plutôt de l'ordre de l'identité, et ce que précisait M. Chardon, c'est plus de l'ordre de la culture. Il y a un de nos anciens chefs de l'État que je ne vais pas citer, qui parlait d'identité culturelle. Or, ces deux mots, il a été montré, un philosophe a écrit un long livre qui s'appelle « Il n'y a pas d'identité culturelle ». L'identité, c'est plus quelque chose qui est fixé, on a tous une identité, mais les cultures subissent des variabilités dans le temps, voilà, etc. Et je pense que c'est juste une remarque, mais pour dire qu'on passe de l'un à l'autre et que des fois, peut-être, cette précision méritait d'être donnée. Merci Alban. Bonjour, donc Julie Vidoire, professeure des écoles stagiaires aussi. Moi, j'aimerais revenir sur le temps 2 qui découle automatiquement sur le temps 3, sur les verbes coopérer et collaborer. Alors, j'aimerais dire en fait que c'est un peu faites ce que je fais, mais faites ce que je dis, mais pas ce que je fais. Parce que comment on peut demander à nos élèves, à nos propres élèves, de coopérer et collaborer si nous-mêmes, enseignants, en sortant de formation, on n'est pas capable de le faire. Pourquoi je dis ça ? C'est pas du tout une remise en question de ma formation, parce qu'il y a des initiatives de nos professeurs qui font justement en sorte d'essayer de nous faire coopérer. Coopérer, moi je le prends plus en principe créer une base de données d'outils pédagogiques et tout. Donc ça, ils ont essayé de nous le faire. On l'a fait, je ne vais pas que essayer. Ils ont essayé de nous faire collaborer aussi en faisant des travaux de groupe et tout. Mais il se trouve il n'empêche qu'en sortant de cette formation, j'espère fortement que je collaborerai avec mes collègues, mais j'en suis carrément pas sûre, quoi, parce qu'au final, on n'a pas le système de recrutement, et le système là, on est à 1 semaine de nos affectations pour l'année prochaine, donc on se remet dans le contexte, on a 1 année de formation en professeur des écoles, et donc on est forcément en concours, on est forcément pas dans une ambiance qui permet cette collaboration et qui permet cette coopération, parce qu'automatiquement, le fait d'être en concours pour la première place, pour pouvoir choisir parce que c'est le cas, il ne faut pas se mentir, hein, le fait d'être à la recherche de la première place pour sortir, automatiquement, ça entraîne une non-collaboration et une non-coopération pas sincère en tout cas. Voilà. Merci. On va peut-être prendre une dernière question si vous le voulez bien. 2 questions. Bien. Evelyne. Oui, bon. Non, mais c'était plutôt un constat qu'autre chose. C'est difficile. Vous voulez apporter une réponse peut-être ? Mais moi j'avais l'impression que la réponse était dans la question. Oui, voilà. Non, mais c'est peut-être rassurer notre futur collègue, notre collègue. Il y a la collaboration peut-être au sein de la promotion, et puis après il y a une école dans laquelle on arrive, un établissement. Coopérer, collaborer, c'est pour initier ça, il suffit de demander de l'aide. À partir du moment où en tant qu'enseignant, je demande de l'aide à un collègue, j'initie cela. Je suis acteur de cette collaboration. Donc Quand tu seras en poste, ce qui est intéressant, c'est que vous aurez peut-être un objectif commun. Et à ce moment-là, vous aurez un but. Et c'est ça qui fait qu'on collabore ou pas. Si on n'a pas un objectif commun ou une valeur partagée, ça n'amène à rien. C'est vrai que peut-être que là, vous avez un contexte particulier, mais une fois dans l'école, si tu retrouves avec 2-3 collègues justement les mêmes soucis, ça fait une force parce on veut régler un problème. Et c'est comme ça qu'on progresse. Il y a un objectif commun là. Merci la question, et je vais répondre par I have a dream. Dans l'idée suivante, c'est que cette idée de la collaboration, c'est vraiment quelque chose de nouveau dans nos sociétés. En tout cas, ça redevient, parce que depuis la révolution industrielle, on est plutôt dans la compétition. Je pense que les anciens, quel que soit le pays, étaient plutôt dans la collaboration, parce qu'il fallait que le groupe travaille ensemble pour arriver à faire quelque chose, parce que tout seul construire une maison, j'en étais pas capable, tout seul faire une récolte, j'en étais pas capable, et donc c'était bien un travail de collaboration. L'idée de collaboration revient dans l'entreprise, l'idée de collaboration revient dans l'école, l'idée de collaboration revient dans la société. Le développement du nombre de sites aujourd'hui collaboratifs, d'échanges, de troc, et non plus sur un modèle économique de commerce, montre bien la volonté d'une nouvelle génération, on va l'appeler comme ça, ou d'une nouvelle idée, d'une nouvelle façon de penser le monde qui amène à la collaboration.
les expériences qui ont été faites dans des systèmes scolaires, je pense à la Nouvelle-Zélande, où il y a un travail de collaboration entre les élèves, fait que sur 10 ans, 15 ans, 20 ans, les gamins qui ont été habitués à collaborer en classe, lorsqu'ils se retrouvent dans l'entreprise, collaborent, et dans la société, collaborent, et donc c'est un état d'esprit qui change, c'est un changement. Vous êtes, je pense, les artisans de ce changement qui est en train de se mettre en œuvre. Donc la question et le constat que vous faisiez, effectivement, on n'en est qu'à réenclencher cette idée de collaboration, mais j'ai bon espoir et je partage vraiment l'idée que dans les années et les générations futures, ça devienne une évidence et qu'on nous regarde comme une sorte de préhistoire d'un libéralisme économique destructeur. Je ferme la parenthèse. Et si je peux, juste pour continuer, c'est vrai qu'on attend beaucoup des enseignants pour collaborer, et peut-être que les inspecteurs ont un rôle à jouer. Parce que vous parliez tout à l'heure d'un nouveau protocole d'inspection des établissements. C'est vrai que si on va vers un audit d'équipe plutôt qu'une inspection individuelle, automatiquement, si on évalue une équipe, eh bien, on la force on force la collaboration, la coopération. Et on sait que l'évaluation individuelle, bon, ça fait 20 ans que je suis instituteur. J'ai entendu plusieurs fois, je vais pas lui passer ça. Après l'inspecteur, c'est elle qui va récolter le fruit de mon travail. Vous voyez, c'est un peu des choses qu'il y a un peu dans l'imaginaire collectif. Donc, cette idée de changer les protocoles d'inspection, je pense que ça peut avoir des incidences sur la coopération dans les équipes. Voilà. Et moi, pour finir, je te poserai une question. Je trouve quand même assez étonnant que si un des fondements de la société culturelle océanienne, c'est la coopération et la collaboration, comment se fait-il qu'à l'intérieur de nos écoles, on n'arrive pas à les remettre en place ? J'ai pas de réponse là-dessus, mais je te laisse explorer ça pendant les quelques années qui vont arriver. Une dernière question, Evelyne. Oui, non, c'était juste pour parler tout à l'heure de la notion de collaborer. Vous dites dans certains établissements, le fait d'avoir des enseignants qui sont là sur 2 ans, moi, en tant que parent d'élève, je dis que c'est difficile de mener un projet, déjà, si on a déjà ce cadre qui est fixé au départ. Donc, alors, la question, elle est là. Le turnover, c'est ça ? Oui, je crois que c'est effectivement la question du turnover. Vous avez raison, madame. Pour constituer un projet, pour le faire vivre, je disais tout à l'heure qu'il faut du renouvellement, mais il faut aussi une part de stabilité pour que l'équipe qui s'associe dans ce projet puisse le faire vivre. Donc, dans les mécanismes de l'institution, on essaye de favoriser, notamment dans des régions, dans des écoles, dans des endroits où on a plus de mal à fidéliser les enseignants, de créer les conditions pour que cette stabilité soit rencontrée. Évidemment, chaque enseignant a toute liberté de participer à un mouvement s'il souhaite changer d'établissement, ça fait partie de ses droits. Mais je crois que tout le monde a y gagné, les enfants comme les enseignants, à être dans un contexte où il y a une relative stabilité qui permette de mettre en place ces choses. Vous avez raison. Juste un point très technique, par exemple, Monsieur le vice-recteur souhaite de plus en plus à ce qu'il y ait un profilage des postes dans le second degré, de manière à ce que lorsqu'on recrute, par exemple, un professeur en métropole de mathématiques, ça ne sera pas un professeur de mathématiques lambda, ça sera le professeur de mathématiques de Wailou. Et celui qui répondra à l'appel du poste à profil saura très bien, saura dès le départ qu'il restera le temps de son contrat à Wailou, par exemple, et non pas de pouvoir muter au bout d'1 an ou de 2 ans. C'est effectivement un problème qu'on a parfaitement identifié, et en même temps, chaque fonctionnaire a des droits qui sont celui de au moins vouloir avoir des rapprochements et bouger à l'intérieur de la Calédonie. Donc vous voyez qu'il ça reste compatible. Mais vous avez raison dans votre remarque. Il nous reste, excuse-moi Lionel, il nous reste 2 minutes pour prendre encore 2 petites questions. Moi, c'est pas une question. Christian Lucien, directeur du CDP, inspecteur de l'éducation nationale et anciennement psychologue. Je voudrais surtout insister sur la relation humaine dans l'apprentissage, dans l'école. On voit cette relation qui se délite au fil du temps, et on sait combien ça passe ou ça ne passe pas avec un enseignant, surtout dans le collège, puisqu'il y a plusieurs enseignants.
À l'école primaire, vous payez pendant 9 mois quelqu'un qui, effectivement, ça ne passe pas avec un enfant, avec un élève, effectivement, ça peut générer beaucoup de difficultés. Et on sait combien le décrochage scolaire fait partie, cette mauvaise relation fait partie de ces facteurs importants quant à ce décrochage scolaire. J'avais insisté hier sur l'aspect connaissance de soi pour enseigner. C'est vrai que le profilage est important, ce que vous avez dit concernant l'apprentissage est important, mais un enseignement ne peut pas se faire avec une machine uniquement. C'est la relation humaine. Moi, j'ai vu des parents d'élèves, grand-mères notamment, qui réussissaient mieux que des enseignants. C'est grave. Surtout quand il y avait 18 élèves ou 13 élèves dans un CP. C'est grave. Donc, la relation humaine, elle est importante. Il y a 3 universités en Finlande qui, l'an dernier, en novembre dernier, pendant 3 ans, ont décidé de travailler sur l'empathie. On a vu combien c'était important que l'empathie dans l'enseignement. Et je rappellerai simplement sur le plan pratique, vous savez, dans les mines, souterraines, là, dans certains pays encore, mais c'était le cas au XIXe siècle, il fallait mettre des petits, comment on appelle ça, des oiseaux, là, comment on appelle ces oiseaux, pour sentir le gaz qui était inodore pour les mineurs. Parce que personne ne sait effectivement qu'il peut y avoir danger. C'est le cas aussi au niveau de l'école. Et vous savez aussi que seuls les toupies ne voyagent qu'autour d'eux-mêmes. Il est important pour un enseignant d'évoluer, d'avancer et de comprendre ce qu'est l'autre. Parce que dans l'enseignement, l'apprentissage, c'est d'abord avec quelqu'un, c'est pas avec une machine. Et je tiens et j'insiste sur ça. Merci. Merci bien. Une dernière question, Jean-François ? Oui, c'est juste, en fait, je vois beaucoup de mots comme innover, coopérer, collaborer. Bon, beaucoup de choses ont été dites là-dessus. Surtout, en fait, avec le numérique, on dit qu'on met, comme dirait Bernard Miège, une mise en réseau du travail. Et en fait, pour répondre à ces différentes questions, enfin, à la question qui a été posée tout à l'heure, comment apprendre à collaborer alors que nous-mêmes, on ne le fait pas ? Je pense que la réponse est assez simple, c'est qu'en fait, le système éducatif est hérite d'une histoire quand même assez longue, et il y a des espèces de normes et formes organisationnelles traditionnelles qui sont imposées depuis très longtemps avec des schémas de pensée qui sont, souvent bureaucratiques, avec une logique d'évaluation forte. Du coup, là, quand je vois, même à travers mes lectures et les différentes présentations, moi, ce que je vois là, j'ai l'impression de lire les ouvrages de management des années 90 où en fait on se posait la question de la performance. On disait bon, l'individu en fait pour qu'il travaille mieux, faut peut-être qu'il se mette à travailler en réseau, etc. Et en fait là, j'ai l'impression qu'on est dans un modèle d'imitation sociale en fait du modèle d'entreprise marchande. Et moi, ce que je voudrais vous inviter à faire, c'est d'intégrer dans les schémas de pensée, même des formateurs et même au sein des enseignants, même des élèves, la notion de médiation qui vous invite en fait à penser un espèce d'ensemble, c'est-à-dire quand vous êtes dans un contexte, c'est de réfléchir à quel contexte vous avez. On parle d'usage numérique. Il faut que les enseignants utilisent le numérique, mais quand on questionne j'ai fait une enquête pendant 1 an justement avec Pierre-Yves, et quand on pose la question aux différents enseignants, en fait, même en fonction des différentes disciplines, que ça soit langue scientifique, la définition même d'usage du numérique et la vision d'un outil n'est pas la même. Par exemple, utiliser un vidéoprojecteur est utiliser le numérique pour un enseignant, alors que pour quelqu'un d'autre, ça n'apparaissait même pas. C'était une continuité logique en fait des usages d'enseignement. Du coup, voilà, moi, c'était, je pense que même par rapport à la définition d'usage, ce que j'ai remarqué moi durant mon enquête d'1 an, c'est que c'est flou même pour eux, et même en fonction des disciplines. Du coup, moi, je vous invite à réfléchir sur ces choses-là, et si vous avez une réponse. Un petit mot de fin ou messieurs, réponse? C'est riche, énormément de choses dans tout ce que vous venez de dire. Si on fait souvent allusion à l'entreprise, je ne pense pas que ce soit par rapport à l'économie marchande, mais plus par rapport à des réflexions sur des réajustements et des vraies analyses de ce qu'on rencontre, la construction de vrais projets, voilà. C'est plus pour ça qu'on fait le lien avec l'entreprise plutôt que... Il y a aussi le fait que pendant longtemps, l'école, ça a été qu'une obligation de moyens. On mettait des moyens au service d'enseignement, et c'est vrai que plus ça va, plus la société veut que ça soit une obligation de réussite. On demande la réussite de tous les élèves. Donc il y a aussi peut-être ça aussi qui explique ce basculement vers le monde de l'entreprise, quelque part aussi. Parce qu'on demande une obligation de réussite et plus qu'une obligation de moyens. En tout cas, les enseignants demandent du sens. On dit toujours donner du sens à vos apprentissages. Bon, vous, maintenant, enseignants, vous voulez du sens à votre action.
Oui, juste là-dessus, j'ai envie de dire gare au nombrilisme. Il faut simplement pas rester dans notre bulle. Je me mets dans la bulle, rassurez-vous, et s'intéresser à ce qui se passe autour de nous, parce que les enfants qu'on accueille et qu'on forme, ils sortent de la bulle tous les soirs, ils rentrent le lendemain matin, et puis un jour ils sortent pour de bon. Donc que ce soit le monde de l'entreprise, la société civile, et on sait que une partie de ce que l'on vit au quotidien dans les établissements est importée de ce qui se passe dans les maisons, dans la société civile. Donc je pense qu'on sera d'autant mieux armé pour répondre à cette pour tenir compte de ce contexte, que l'on s'ouvre déjà entre nous dans nos différents blocs. On a parlé du bloc du primaire, du secondaire, du supérieur, c'est le même enjeu, d'assurer une liaison entre le secondaire et le supérieur. Donc déjà de s'ouvrir entre nous et aussi de garder la porte ouverte sur l'extérieur pour s'inspirer dans notre pratique quotidienne. Je crois que ça, c'est un des enjeux majeurs. Et effectivement, collaborer, c'est aussi ça, c'est aussi aller travailler vers l'autre, que ce soit celui qu'on trouve dans notre classe, celui qu'on trouve à côté de notre école, et qui peuvent contribuer, chacun à son échelle, à faire ce que notre enseignement soit plus porteur de sens, parce qu'encore une fois, j'insiste là-dessus, je crois que c'est une des clés fondamentales à ce que les choses se passent mieux dans l'enceinte de l'école. Voilà, je voulais vous remercier tous. Il est 9h45. Je vois que mes étudiants MEF EPS me font des grands signes d'un café et d'un petit croissant, donc on va pouvoir vite les libérer. Je voulais remercier le public d'être venu ce matin. Je vous rappelle que nous reprenons dans un quart d'heure sur la table ronde, dans 25 minutes, sur la table ronde numéro 4. Et je souhaitais remercier mes invités pour avoir pris le temps de venir ce matin et de nous proposer leur point de vue et des prospectives de réponse à cette problématique qui reste en demeure. Merci à tous.